Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Un ensemble d'individus qui sont issus de parents qui étaient déjà délinquants. Donc, quelque part, c'est une culture qui se transmet, quoi. Un peu plus de 150 millions d'euros ont donc été injectés dans le quartier de la Monnaie, indique la maire de Romans-sur-Isère dans la Drôme. Face à la montée de la délinquance sur fond de trafic de drogue et de radicalisation, Marie-Hélène Toraval appelle à des réponses plus fermes de l'État, Philippe. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Le premier plan banlieue, il date de 1977, il y a bientôt 47 ans. C'était Lionel Stoléru qui était ministre, Raymond Barre à Matignon et Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée. Et pourtant, la situation a empiré malgré des milliards et des milliards déversés. Est-ce que vous pensez que ça ne fait pas beaucoup d'argent quand même, 150 millions d'euros pour un quartier d'une ville de 33 000 habitants, c'est-à-dire ce qu'on appelle, et ce n'est pas du tout péjoratif, une ville moyenne. Comme le dit la maire de Romans-sur-Isère, faut-il en finir avec la culture de l'excuse et arrêter de mettre de l'argent pour passer à autre chose? Les 150 millions d'euros dépensés pour le quartier de la Monnaie ont-ils servi à quelque chose? Vous dites non à 98%. On attend vos appels au 0826 300 300. Et les 2%, merci de nous appeler tout de suite. Je suis là, moi. François Pupponi est avec nous, ancien maire de Sarcelles et ancien député et surtout ancien président de cette agence nationale de rénovation urbaine. François Pupponi, bonsoir, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, forcément vu de la fenêtre de la maire, de Madame le maire, ça fait beaucoup d'argent pour assez peu de résultats. J'ai scrupule à donner un point de vue, je dirais non pas provocateur, mais pas forcément classique sur la question de Sud Radio. Moi, j'ai l'impression, je n'irai pas soutenir une absurdité qu'il ne faut pas donner de l'argent dans ces cités. Mais je me demande si parfois, cette focalisation sur l'argent qu'on verse n'est pas une manière très subtile de s'excuser de son impuissance véritable. Est-ce que c'est l'argent qui va permettre à ces cités de restaurer une vie de qualité, ou est-ce qu'au fond, il ne faut pas plutôt accentuer, j'allais dire, l'ordre régalien, premier point, et d'autre part, mettre en œuvre une certaine philosophie éducative qui renvoie évidemment à des approches plus personnelles, plus familiales. Je ne crois pas à l'importance de l'argent pour restaurer ce qui ne va pas. Je le dirais de la même manière pour la magistrature, dans d'autres institutions qui vont mal. Françoise Degois. Moi, je crois à la force de l'argent et à l'importance de l'argent. Là, on parle, je vois bien ce que veut dire Madame le maire, mais enfin, opposer 150 millions d'euros à une poignée d'individus qui vont faire le coup de poing tragique, ça n'a aucun sens en réalité. De quoi parle-t-on? De culture de l'excuse? Je ne comprends même pas ce que dit la maire. Je pense qu'elle est prise sous le coup de l'émotion, mais je pense que c'est des choses qui ne vont pas ensemble dans la même phrase. Bien sûr qu'il faut injecter de l'argent dans ces endroits qui ont été construits n'importe comment dans les années 70, ne serait-ce que pour véritablement les rénover. Vous avez un travail extraordinaire de rénovation qui est fait maintenant dans beaucoup de cités en France. Ce ne sont pas deux choses qui sont opposables. Bien sûr qu'il faut mettre de l'argent, bien sûr qu'il faut encourager les associations, mais où je rejoins Philippe Bilger, c'est bien sûr comment est-ce qu'on fait pour avoir un traitement adapté. Je pense bien sûr à la police de proximité, mais François Pupponi, qui est le grand spécialiste, nous dira certainement mieux que nous tous réunis. Mais la police de proximité, l'éducation des parents, je crois beaucoup à des choses comme l'école des parents, c'est très important. Je crois à des expériences novatrices et je ne comprends pas du tout le discours de la maire de Romans-sur-Isère, sauf si elle veut faire de la politique, et là c'est de la mauvaise politique pour moi. Jean Dorido. Alors c'est une question essentielle en fin de compte. La question c'est comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, et c'est un fait. Il y a une espèce de réflexe très libéral dans le fond de se dire avec l'argent on achète tout, on règle tous les problèmes, et manifestement ça marche pas comme ça. Regardez l'éducation nationale typiquement, c'est le plus gros budget de l'État, ça coûte un pognon de dingue, comme dirait le président, et on n'a jamais eu un niveau aussi bas. Il y a des élèves qui arrivent en 6e qui ne savent ni lire ni écrire. Même en 4e. Et c'est fou, vous savez, c'est un truc, une blague de psy où plus ça change, plus c'est la même chose. Et quand vous avez une solution qui marche pas, vous faites la même en plus fort. Donc on met de l'argent, ça marche pas. Alors on dit quoi? Bon, on va mettre plus d'argent. Alors ça marche toujours pas. On dit, mais vous savez quoi?
on va en mettre encore plus. Mais en fait, non. Je rejoins Philippe Bilger. Il y a manifestement des pans entiers de solutions qui ne sont pas examinées ni investiguées. Et donc, ça marche de moins en moins bien en réalité. François Pupponi, vous avez été président de l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Qui a 20 ans cette année. On a un peu l'impression que les plans banlieues, c'est comme les Gosplan dans l'ex-URSS. Ça marchait pas, mais on continue encore et toujours pour faire un peu du Jean Dorido. Non, malheureusement. L'ANRU avait un objectif qui a été rempli, c'est reconstruire, rénover, restructurer les banlieues. Ça a bien fonctionné. Il suffit de se promener dans ces quartiers. Moi, je l'ai fait quand j'étais président de l'ANRU. Ils ont été repensés, bien pensés. Vraiment. Et les grands immeubles qui, eux, avaient été mal conçus, mal pensés à la fin des années 50 ou début des années 60, ont été bien restructurés. Mais si à l'intérieur de ces quartiers, vous ne réglez pas les politiques éducatives, culturelles, sécuritaires ou autres, vous ne réglez rien. Et surtout, si vous ne changez pas la politique de peuplement, si vous continuez à mettre dans ces quartiers les populations les plus fragiles, les plus déshéritées, ce que fait la France, ce que fait l'État, vous avez rénové le quartier, mais les problématiques sociales sont les mêmes. Alors pourquoi on en est là? Parce que l'État, c'est plus facile de mettre les pauvres avec les pauvres. L'État ne veut pas de mixité, mais parce que les Français ne veulent pas de mixité. Moi, j'ai été maire de Sarcelles, et quand j'ai voulu casser des bars et transférer une partie de la population dans des villes qui sont moins en difficulté, aucun des maires me disait, mais François, écoute pas, on t'aime bien, mais garde tes pauvres, garde tes immigrés, garde tes délinquants, et entre guillemets, viens pas nous embêter. Voilà. Et c'est ça la France, c'est qu'elle ne veut pas partager la difficulté. Et donc, comme on est un pays de l'entre-soi, on a rénové des quartiers, mais les problématiques sociales, culturelles, sécuritaires sont restées les mêmes. Jean Dorido. Oui, non, pardon, je vous écoute attentivement, monsieur François Pupponi. Je trouve ça pas très juste si je comprends bien, d'accuser les Français finalement de ne pas vouloir accueillir la misère des uns et des autres. L'être humain, de ne pas vouloir y aller. C'est un mammifère à l'instinct grégaire. C'est une réalité. Chacun a tendance à se rapprocher des personnes auprès de qui il se sent bien, des personnes qui lui ressemblent. Et il me semble qu'accuser les Français de ne pas faire le job, alors que c'est quand même une population extrêmement généreuse, extrêmement solidaire. Vraiment, peut-être j'ai compris de travers. Et puis, pardon, je vous écoute attentivement sur l'ANRU qui aurait très bien rénové. Si vous voulez, je vous fais part de ma difficulté à accorder un 100% de crédit à ce genre de propos. C'est que les spécialistes assurent toujours que ce qu'ils font, c'est génial. Les urbanistes qui ont créé la dalle d'Argenteuil à l'époque, c'était le summum de l'urbanisme. On allait faire une dalle comme ça pour justement assurer le fameux vivre ensemble, une espèce comme ça de truc comme dans la Grèce antique, un agora où tout le monde se parle. La dalle d'Argenteuil, c'est un coupe-gorge. C'est un truc, c'est sordide. Pardon pour les personnes qui habitent à Argenteuil. Je veux dire, c'est quand même un endroit vraiment coupe-gorge. Et on écoutait à l'époque les spécialistes. Ah, vous allez voir, c'est génial. Vous avez fait un truc, la dalle d'Argenteuil. Il faut laisser le monde se battre pour y aller. Allez, deux choses, si je peux me permettre. Oui, la France, c'est le pays de l'entre-soi. Les Français veulent vivre entre eux et ne veulent pas se mélanger avec d'autres classes sociales. Oui, c'est une réalité. Et l'État n'a fait que amplifier cela. Voilà. Mais donc après, il ne faut pas se plaindre qu'il y ait des ghettos, y compris des ghettos sociaux, avec des gens en grande difficulté, des problèmes d'insécurité. Il ne faut pas s'en plaindre. Il faut l'assumer. Il y a des ghettos de riches aussi, pardon. Hein. Enfin, c'est pas le même problème. On ne veut pas de mixité sociale, on n'en veut pas. Vous avez tout à fait raison de le dire et j'en suis tout à fait convaincu. Et donc, il faut pas se plaindre après qu'il y ait des ghettos de riches, de pauvres ou autres. Ça, c'est bon. Sur le deuxième point, l'ANRU, justement, était là pour éviter tout ce qui avait été mal fait dans les 60. Oui. Et l'ANRU n'a pas demandé aux architectes de repenser les quartiers. Ce sont les élus, les habitants et les architectes et les bailleurs qui ont réfléchi ensemble. Parce que moi j'ai voulu en tant que député déposer un amendement qui obligeait un architecte de vivre dans les immeubles qu'il avait imaginés. C'est vrai, je m'en souviens. Et il avait bien raison. Non, mais c'est bien. Mais c'était pour dire, venez voir. Bon. Et pour éviter cela, l'ANRU disait, il faut des réunions publiques, il faut des conseils de citoyens, faut de la concertation, il faut demander aux habitants ce qu'ils en pensent pour éviter les erreurs. Philippe Bilger. François, même si les pays ne
ne sont pas comparables. Est-ce que on n'aurait pas pu prendre un peu comme exemple ce que le Danemark a fait pour les cités? Oui, mais le problème, c'est qu'à la fin des années 50, devant la crise du logement, la France a décidé de construire des grands ensembles. En pensant que ça allait être la panacée et qu'on allait régler... Voilà. Et on a laissé déraper ces grands ensembles en y concentrant quelque part toute la misère du monde. Au début, moi, j'ai grandi à Sarcelles, c'était le symbole de la mixité sociale, Sarcelles. Il y avait toutes les classes sociales étaient représentées. Et puis petit à petit, ça s'est paupérisé pour une raison très simple, hein. C'est à cause des APL, ce qu'on appelle les aides à la personne. Puisque l'État donnait de l'argent aux bailleurs, eh ben les bailleurs avaient intérêt à loger les plus fragiles, parce que le loyer était en fait payé par l'État à travers l'APL. Et donc c'est comme ça qu'on a ghettoisé et appauvri ces grands ensembles. Et que la mixité sociale a disparu. Voilà, donc ça c'était l'échec d'une politique de peuplement en France. François Pupponi, on n'arrête pas de lire partout, il faut une politique de la ville forte. Ça veut dire quoi, une politique de la ville forte? Mais on reprend l'exemple du quartier où il y a eu ce drame. Si vous rénovez les immeubles, mais que vous n'éradiquez pas le trafic de drogue qu'il y a dans l'immeuble, vous aurez des magnifiques immeubles, mais avec du deal. Voilà. Donc il faut bien à la fois une politique urbaine et une politique sécuritaire et une politique sociale. Et ce que n'a pas fait l'État, et moi je l'ai toujours condamné... Oui, mais si ce sont toujours les mêmes populations, que ce sera toujours la même chose. Mais il faut bien les changer, les populations, ou en tout cas les partager avec d'autres. Mais comme personne ne veut les accueillir, vous êtes obligé de les remettre au même endroit. Je suis d'accord, François, avec ce que vous dites à 100%. Moi, je sais qu'en plus, pourtant j'ai la dent dure souvent, mais vous avez un très bon président de l'ANRU, et ça, on peut pas mettre en doute le travail exceptionnel qui a été fait sur l'ensemble, vraiment, sur le pays, l'ensemble du pays. Il y a aussi les villes, mais ça, vous le dites pas parce que vous avez peut-être pas pensé. Il y a toutes les villes qui ne jouent pas le jeu du pourcentage de logements sociaux. C'est très important. Moi, je connais très bien Marseille pour y avoir commencé. Je vois bien toute la difficulté qu'a eu la mairie de Marseille pour faire de la mixité à l'intérieur, au centre-ville de Marseille, et ça n'a pas marché. Ça ne fonctionne pas parce que les gens veulent pas se mélanger. Moi, je me demande, et je vous pose la question, est-ce qu'on n'est pas passé à côté d'un truc formidable avec le plan Borloo? Parce que je l'avais vu et on l'avait tous épluché de A jusqu'à Z, et il y avait quelque chose qui donnait le sentiment que pour la première fois, on prenait en compte l'ensemble du problème dans sa complexité. Est-ce que ça, c'est pas un rendez-vous manqué finalement du quinquennat de Macron? C'est évident, moi j'ai participé au plan Macron, à l'élaboration, et j'ai participé à la fameuse réunion à l'Élysée où le président Macron a dit non. Ouais. Oui, je pense que c'est un rendez-vous manqué parce que il y avait tout dedans. Borloo, oui, il y avait tout dedans. Il y avait tout. C'est-à-dire, on a fait l'urbain. Il ne faut pas oublier que c'est Jean-Louis Borloo qui a créé l'Agence nationale de rénovation urbaine. Ouais. Et pourquoi il a créé l'ANRU? C'était une manière de sortir la politique de rénovation urbaine des griffes de Bercy. Puisque c'est même pas l'État qui payait, c'était Action Logement, bref, la cotisation des entreprises. Et il voulait faire la même chose avec le fameux plan Borloo. C'est-à-dire, on va sortir ça des griffes de Bercy, et on va mettre enfin des politiques éducatives, sociales, culturelles et sécuritaires. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. Jean Dorido. Oui, alors moi j'aurais une question, parce que je vous entends bien sûr expliquer que ça ne sert à rien, je vous rejoins d'ailleurs, de rénover des logements si rien n'est fait pour le trafic de drogue. Toutefois, j'ai quand même le sentiment qu'on arrive à un niveau de trafic dans beaucoup de municipalités qui est absolument effrayant, et vous qui avez été élu, vous connaissez vos collègues, vos confrères qui sont élus aussi, il y a eu pendant de longues années une espèce de clientélisme autour de certains trafics avec, dans certaines communes, que ce soit en région parisienne ou à Marseille, où il y a quelques familles qui sont très très bien identifiées, qui fonctionnent de façon réellement mafieuse autour du trafic, et ces personnes-là non seulement ne sont pas inquiétées, sont presque parfois protégées. On a même eu le cas en Seine-Maritime d'une municipalité qui est tombée quasiment sous la coupe d'une famille mafieuse. Alors comment faire? Qu'est-ce que vous proposez comme solution? François Pupponi. Ça, vous avez entièrement raison. Ces familles-là, elles ont besoin, qui vivent du trafic, elles ont besoin de diriger la ville. Et elles sont attirées par le politique. Et effectivement, dans un certain nombre de villes, en Ile-de-France en particulier, dans le nord de l'Île-de-France, eh bien, elles essaient de prendre en main les élus. C'est une réalité. Mais c'est un principe
enfin, j'allais dire presque ancestrale de bien la sûr, démocratie. bien sûr. Une ville comme Marseille était historiquement sous la coupe réglée d'un certain nombre de grands voyous. Et Toulon. Enfin, bon, on peut toutes les citer. Beaucoup le Sud, et c'est maintenant beaucoup l'Île-de-France, ou d'autres villes qui ne sont pas forcément d'Île-de-France et qui sont des villes moyennes. Donc c'est un processus que l'on connaît bien, et si les élus ne sont pas extrêmement forts, extrêmement solides, et s'ils ne sont pas aidés par l'État, parce que voilà. quand vous êtes élu, vous n'avez pas un diplôme qui vous explique comment on résiste à des voyous. Hein. Oui, absolument. C'est quand vous êtes capable seul de le faire, mais il n'y a pas de mode d'emploi. Et si là, l'État, la police n'est pas là et la justice n'est pas là pour aider l'élu et l'accompagner, il peut sombrer. Pourquoi Macron vous prend pas comme ministre de la ville, Pupponi? Vraiment, je lance un appel là. Merci beaucoup François Pupponi, parce qu'il